Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 31 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais sincèrement que ma vie était toute tracée. Pas parfaite, pas comme dans un conte de fées, mais solide, construite, méritée. J'étais avec Thomas Lefebvre depuis 4 ans. 4 longues années ordinaires et pleines de sens. Nous nous étions rencontrés à la soirée d'anniversaire d'un ami commun, le genre de soirée où tout le monde tient un gobelet en plastique en faisant semblant de ne pas se soucier du regard des autres. Il était calme, observateur, discrètement sûr de lui, pas accent grave-l'œil, pas bruyant, le genre d'homme qu'on remarque plus tard en se demandant comment on a pu passer à côté. En 6 mois, nous étions inséparables. Il a emménagé dans mon appartement du 11e arrondissement. Nous avons adopté des routines plutôt que des habitudes. Les courses au marché le dimanche, les sushis le jeudi soir, des disputes pour des riens qui finissaient en éclats de rire parce qu'aucun de nous ne savait rester fâché. En décembre dernier, il m'a fait sa demande lors d'un week-end à Chamonix. Il y avait de la neige au sol, l'air était glacial, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a ouvert l'écrin. J'ai dit oui sans hésitation. Nous avons fixé la date pour octobre. Je me disais que j'avais de la chance. Les fissures ne sont pas apparues comme des explosions. Elles sont venues sous forme de commentaires. Thomas avait toujours été proche de ses amis d'école de commerce, en particulier Chloé, son ex-copine. Au début, je n'y prêtais pas attention. Ils étaient sortis ensemble il y a des années. Ils avaient rompu. Les adultes peuvent rester amis. Je le croyais. Je le crois toujours. Mais le nom de Chloé a commencé à revenir de plus en plus souvent. Chloé trouve que le papier ivoire des fers parfait est un peu bas de gamme. Chloé a dit qu'on devrait repousser la lune de miel. Chloé a demandé si ça te dérangeait d'être assise en extérieur. C'était étrange, pas parce qu'il parlait d'elle, mais parce qu'il s'en remettait à son jugement. Pourtant, je me disais que j'étais trop sensible. Les mariages rendent les gens bizarres. Le stress amplifie les bêtises. Puis vint la fête de fiançailles. Les parents de Thomas l'organisaient dans leur maison en banlieue. Rien d'extravagant, environ 40 personnes, la famille, les amis, ceux qui seraient bientôt assis de chaque côté de l'allée à la cérémonie. Chloé est venue. Elle était soignée d'une manière qui semblait calculée, calme, confiante, se tenant juste un peu trop près de Thomas, touchant son bras quand elle parlait, riant une seconde trop longtemps à ses blagues. J'ai tout remarqué. J'étais dans la cuisine en train de prendre des glaçons quand j'ai entendu mon nom. Je n'essayais pas d'écouter, mais les voix portent quand les gens se croient en sécurité. Elle est stable, disait Thomas. Sa voix était décontractée, réfléchie. Bon boulot. Responsable. Elle coche toutes les cases. Chloé a ri doucement. Mais bon, tu sais comment c'est, a-t-il continué. C'est rassurant de savoir qu'il y a des options. Mes mains se sont figées sur le sac de glaçons. La voix de Chloé a baissé. Donc, si ça ne marche pas. Thomas n'a pas hésité. Tu es juste là, comme un filet de sécurité. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, tenant la glace qui fondait, avec l'impression d'être sorti de mon propre corps. Quand je suis finalement retourné dans le salon, j'ai souri. J'ai ri. J'ai joué mon rôle. Cette nuit-là, allongé à côté de lui, fixant le plafond, je me repassais les mots en boucle. Option. Filet de sécurité. Le lendemain matin, j'ai demandé nonchalamment, comme quelqu'un qui n'avait pas déjà touché le fond. Toi et Chloé avez l'air proches ces derniers temps, ai-je dit au-dessus de mon café. Tout va bien? Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Ouais. Pourquoi? Juste une remarque. Il a levé les yeux au ciel. Tu n'es pas jalouse, quand même? C'est mon ex. C'est de l'histoire ancienne. J'ai hoché la tête. Mais j'ai commencé à faire attention. Les SMS devant lesquels il souriait avant de verrouiller son écran. L'effort vestimentaire supplémentaire avant de la voir avec des amis. La façon dont il parlait de ses opinions comme si elles comptaient plus que les miennes. 2 semaines avant le mariage, nous avons une autre dernière visite des lieux. La coordinatrice expliquait le plan de table. Thomas envoyait des messages, souriant à son téléphone. Thomas, ai-je dit. Quoi? Il avait l'air agacé. Elle pose une question sur la table d'honneur.
fais comme tu le sens, a-t-il répondu avec dédain. Sur le parking, quelque chose en moi a craqué, pas bruyamment, mais nettement. À qui tu écris, ai-je demandé. Il a soupiré. Chloé, elle avait une question. J'ai pris une inspiration. Thomas, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il m'a observé, et pour la première fois, je n'ai pas vu de culpabilité. J'ai vu du calcul. Il a ri. Un rire léger, aérien. Tu es paranoïaque. Puis il s'est approché, baissant la voix. Écoute, les relations sont compliquées, a-t-il dit. C'est intelligent d'avoir des plans de secours. Je l'ai fixé. Si tu te plantes, a-t-il ajouté calmement, j'ai une solution de rechange. Le monde n'a pas explosé. Il s'est juste réorganisé. D'accord, ai-je dit doucement. Son sourire a vacillé. Quoi? Invite-la, ai-je dit. Voyons à quel point tes options sont solides. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Thomas s'est tourné vers moi comme si de rien n'était. Un bras lourd sur ma taille, la respiration lente et régulière. Je suis resté éveillé, fixant le ventilateur au plafond, comptant les rotations comme des secondes s'égrenant vers quelque chose d'inévitable. Le matin, il a agi normalement. Trop normalement. Il a fait du café, a demandé si je voulais des œufs, m'a embrassé sur la joue avant de partir travailler comme si la veille n'avait rien brisé en moi. Je l'ai regardé depuis l'encadrement de la porte, essayant de comprendre comment une personne pouvait admettre avec désinvolture qu'elle avait une remplaçante prête à prendre la relève et espérer encore de l'intimité par la suite. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de gênant. Pour Thomas, ce qu'il avait dit n'était pas cruel. C'était logique. Cet après-midi-là, je lui ai envoyé un message, « Il faut qu'on parle ce soir ». Il a répondu immédiatement. « Tu es encore là-dessus » Je croyais qu'on était passé à autre chose. Nous n'étions passés à rien du tout. Il avait enjambé le problème. Grosse différence. Ce soir-là, nous étions assis face à face à la table de la cuisine. La même table où nous avions planifié des vacances, débattu des couleurs de peinture, ri autour d'un vin bon marché. Je veux de la clarté, ai-je dit calmement. Pas de blague, pas de diversion. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. D'accord. Est-ce que tu es sentimentalement impliqué avec Chloé? Il a ricané. Non. Est-ce que tu la gardes près de toi comme une alternative? Il a hésité. Juste une seconde de trop. Je ne le formulerai pas comme ça, a-t-il dit. Mais oui, c'est une option. C'était là. Indéniable. Et tu pensais que me dire ça était acceptable? Il a haussé les épaules. Je pensais que tu apprécierais l'honnêteté. L'honnêteté sans empathie, c'est juste de la cruauté déguisée en vertu. Il a froncé les sourcils. Tu es dramatique. Ce mot, dramatique, utilisé par les gens qui veulent clore une conversation sans s'y engager. Je suis sur le point de t'épouser, ai-je dit, et tu me dis qu'il y a quelqu'un qui attend en coulisses. Il s'est penché en avant, la voix plus douce, presque apaisante. Camille, écoute. Je t'ai choisi, toi. Je t'ai demandé en mariage. Ça ne compte pas? Ça compte moins quand tu n'arrêtes pas de me rappeler que je suis remplaçable. Ce n'est pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Il a soupiré comme un homme expliquant une évidence à un enfant. C'est de la motivation, a-t-il dit. Les gens deviennent complaisants. Savoir qu'il y a des conséquences garde les choses vives. Ma poitrine s'est serrée. Tu es en train de dire que la peur de l'abandon devrait me garder obéissante. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Il a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Chloé m'épouserait demain, a-t-il ajouté presque fièrement. Tu n'as pas à t'inquiéter d'elle à moins que tu ne me donnes une raison de le faire. Cette phrase a tout changé. Pas parce qu'elle faisait mal, même si c'était le cas, mais parce qu'elle clarifiait tout. Ce n'était pas de l'insécurité. Ce n'était pas de la confusion. C'était un levier de pression. D'accord, ai-je dit à nouveau, la voix stable. Soyons pragmatiques. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois aux options, ai-je continué. Au plan de secours, alors arrêtons de faire semblant. Je me suis levé.
Si Chloé est ton plan B, faisons-la entrer dans la lumière. Il a ri. Tu plaisantes. Je ne plaisante pas. Ne sois pas ridicule. Tu veux de l'honnêteté, ai-je dit. Moi je veux de la transparence. Je me suis penché assez près pour qu'il entende chaque mot. Invite-la au dîner de veille du mariage. Son visage a blêmi. Ce n'est pas approprié. Garder une fiancée de rechange tout en écrivant ses vœux ne l'est pas non plus, ai-je répondu. Ce n'est pas une fiancée de rechange. Tu as dit qu'elle t'épouserait demain. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis le début, Thomas semblait incertain. Tu essaies de créer un drame, a-t-il dit. Non, ai-je dit doucement. Je le termine. Il a secoué la tête. Tu vas regretter ça. Peut-être. Mais quelque chose en moi était déjà devenu froid. Pas en colère, pas hystérique. Lucide. Cette semaine-là s'est traînée. Thomas alternait entre prétendre que rien n'allait mal et m'accuser de saboter notre avenir. Je l'ai laissé parler. J'ai écouté. Et calmement, sans demander la permission, j'ai pris ma décision. 2 jours avant le dîner de veille, pendant qu'il était sous la douche, j'ai déverrouillé son téléphone. Le contact de Chloé était juste là. J'ai tapé un seul message, « Coucou, on adorerait que tu viennes au dîner de veille vendredi soir. C'est une soirée importante. » Puis j'ai verrouillé le téléphone et l'ai remis exactement là où il était. Thomas n'en a jamais parlé, ce qui m'a tout dit. Vendredi est arrivé avec un calme étrange. Thomas et moi nous sommes à peine parlé ce jour-là, pas parce que nous nous disputions, mais parce qu'il avait décidé que le silence était plus sûr que l'honnêteté. Il est parti tôt pour le travail. Je suis resté, me déplaçant dans l'appartement lentement, délibérément, comme quelqu'un qui mémorise un lieu où il ne reviendra peut-être jamais. Le dîner avait lieu dans un restaurant italien que ses parents adoraient, dans le 6e arrondissement. Lumière tamisée, murs de briques, musique douce qui s'efforçait trop de mettre les gens à l'aise. 50 invités, la famille, les amis proches, les témoins, des gens qui croyaient être là pour célébrer un commencement. Thomas est arrivé en premier, saluant les gens avec un charme bien rodé. Il jouait le rôle à la perfection, souriant, riant, touchant le bas de mon dos de manière possessive quand quelqu'un nous félicitait. Je l'observais comme un étranger. Puis la porte s'est ouverte. Chloé est entrée. Elle a hésité juste à l'entrée, scannant la salle comme quelqu'un vérifiant s'il est au bon endroit. Quand ses yeux ont trouvé Thomas, ils se sont illuminés. Surprise d'abord, puis plaisir. Le visage de Thomas s'est vidé de sa couleur. Pendant une fraction de seconde, quelque chose de brut a traversé son expression. La peur, puis la colère, puis le contrôle a repris le dessus. Il a traversé la pièce rapidement et m'a tiré à l'écart près des toilettes. « Qu'est-ce qu'elle fout là ?» a-t-il sifflé. J'ai incliné la tête. « Tu as dit qu'elle était importante. » Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas. Il a baissé la voix. « Tu me fous la honte. » Non, ai-je dit calmement. Je te donne ce que tu as demandé, de la transparence. Chloé traînait près du bar, clairement confuse mais flattée. Les invités chuchotaient. Sa mère l'a remarqué. Mon estomac s'est serré. Pas de nervosité, mais de certitude. Le dîner est passé par fragments. Des conversations que je n'entendais pas. De la nourriture que je goûtais à peine. Thomas n'arrêtait pas de regarder entre moi et Chloé comme s'il gérait une bombe avec 2 comptes à rebours. Puis sont venus les toasts. Le père de Thomas s'est levé, a parlé d'engagement, du fait de choisir quelqu'un chaque jour. J'ai failli rire. Quand ce fut mon tour, je me suis levé lentement. La salle s'est tue, dans l'attente. Je veux remercier tout le monde d'être ici, ai-je commencé. Ma voix ne tremblait pas. Thomas et moi sommes ensemble depuis 4 ans, et jusqu'à récemment, je pensais le connaître complètement. Thomas s'est raidi. Mais il y a quelques semaines, ai-je continué, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai plongé la main dans ma pochette et j'en ai sorti le petit écrin en velours. La respiration de Thomas s'est bloquée. Il s'avère, ai-je dit d'une voix égale, que Thomas croit au plan de secours, aux options de rechange. Un murmure a parcouru la salle. Il m'a dit que si jamais je faisais un faux pas, il y avait quelqu'un d'autre prêt à prendre ma place.
Je me suis tourné vers Chloé. Alors, je me suis dit, ai-je continué, pourquoi attendre? J'ai traversé la salle et j'ai déposé doucement la boîte contenant la bague dans les mains de Chloé. Le silence était de ceux qui vous pressent les tympans. Chloé a fixé la boîte, puis Thomas. Qu'est-ce que c'est? Thomas s'est levé brusquement. C'est de la folie. Elle déforme tout. Non, ai-je dit calmement. Je répète tes mots. Sa mère s'est levée. Thomas? La voix de Chloé tremblait. Tu as dit que tu étais juste amical. Thomas a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'ai reculé. Si tu es le plan B, ai-je dit doucement à Chloé, tu mérites la vérité aussi. J'ai fini d'être le filet de sécurité de quelqu'un. Félicitations. Tu es libre de choisir. Je me suis tourné et je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste parti. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je suis resté assise dans ma voiture pendant près d'une heure sur le parking, les mains posées sur le volant, mon téléphone vibrant jusqu'à l'épuisement sur le siège passager. Thomas, ses parents, mes parents, des amis qui ne savaient pas encore quel camp choisir. J'ai retourné le téléphone face contre siège et j'ai conduit. Au moment où le soleil s'est levé, le mariage était déjà mort. Thomas a débarqué chez ma sœur le lendemain matin, les yeux injectés de sang, la voix cassée comme s'il avait hurlé toute la nuit. Il oscillait sauvagement entre remords et fureur. Tu m'as humilié, a-t-il dit. Tu m'as pris en traître. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. J'ai écouté tranquillement. Puis j'ai posé une seule question. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit de faux? Il n'a pas répondu. Ce silence m'en a dit plus que 4 années de conversation. Le mariage devait avoir lieu ce samedi-là. Je ne me suis pas montré. Évidemment, j'avais déjà appelé le lieu de réception tard vendredi soir depuis le téléphone de ma sœur pour tout annuler. Mes parents se sont chargés de prévenir les invités. Les parents de Thomas ont exigé des explications, des excuses, des remboursements. Mon père leur a dit calmement que leur fils m'avait traité comme un plan de secours et qu'il ne financerait pas ce privilège. Thomas a envoyé des SMS non-stop. Je ne le pensais pas comme ça. On peut arranger ça. Tu as surréagi. Tu as tout gâché. Parfois tout ça dans la même heure. Chloé m'a contacté une fois. Juste une fois. Je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas sur la défensive. Elle avait l'air secouée, comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il se tenait sur la même trappe sans le savoir. Thomas a essayé de se rabattre sur elle après que tout se soit effondré. Elle l'a rejeté. Cette partie ne m'a pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est l'histoire qui a suivi. Thomas a commencé à dire aux gens que tout ça n'était qu'une blague, qu'il m'avait taquiné, que j'avais pris ça personnellement parce que j'étais peu sûr de moi. Quelques personnes l'ont cru. Quelques amis communs m'ont contacté prudemment, demandant si peut-être il y avait autre chose, si j'avais été jalouse, contrôlante. Je n'ai pas argumenté. Je leur ai envoyé l'enregistrement. Je n'étais pas fier d'avoir enregistré cette conversation des semaines plus tôt, mais mon instinct m'avait dit que je pourrais avoir besoin de preuves. La voix de Thomas était claire, calme, confiante. Si ça ne marche pas, Chloé est juste là, comme un filet de sécurité. Après ça, les questions ont cessé. En octobre, Thomas avait déménagé. Le bail de l'appartement était à mon nom. Il est venu une fois avec sa mère pour récupérer ses affaires. Il ne voulait pas me regarder, pointant juste des cartons et la laissant parler pour lui. « Tu l'as détruit ?» a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. J'ai juste refusé d'être remplaçable. J'ai commencé une thérapie, pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais besoin de comprendre comment j'avais pu ignorer les signaux d'alarme. Ma thérapeute a dit quelque chose qui s'est logé profondément dans ma poitrine. Les gens qui vous estiment ne gardent pas des remplaçants à l'échauffement. Cette phrase a tout recablé. 7 mois ont passé. Pas de façon dramatique, pas comme au cinéma, juste tranquillement. Une journée ordinaire empilée sur une autre. Thomas s'est marié en janvier. Je l'ai appris comme on apprend la plupart des choses qu'on ne cherchait pas. En scrollant trop vite. En s'arrêtant trop tard. Petite cérémonie. À la mairie. Juste la famille proche.
Chloé n'était pas la mariée. C'était une femme de sa salle de sport. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne portait pas le fardeau du contexte. Il avait l'air heureux sur les photos. Et à ma grande surprise, ça ne m'a pas fait mal. Ce qui a fait mal est venu plus tard. Sarah, l'une des amies de longue date de Thomas, quelqu'un qui avait pris son parti au début, m'a demandé qu'on se voie pour un café. Elle a touillé sa boisson trop longtemps avant de parler. Il raconte aux gens que tu l'as trompé, a-t-elle fini par dire. Que tu as pété les plombs au dîner de veille pour couvrir ça. Ma poitrine s'est serrée, pas de douleur, mais de reconnaissance. Bien sûr qu'il faisait ça. Il a raconté cette histoire à sa femme, a continué Sarah. Elle pense que tu es la méchante. J'ai hoché la tête lentement. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que j'étais là, a-t-elle dit. Et parce que ce n'est pas juste. Après son départ, je me suis assise dans ma voiture et j'ai ressenti du soulagement. Pas de la vindicte, pas de la rage, du soulagement. Parce que si Thomas pouvait réécrire la réalité aussi facilement, sans hésitation, sans honte, alors le mariage auquel j'avais échappé aurait été quelque chose de bien pire qu'un chagrin d'amour. La bague de fiançailles est toujours dans un tiroir. 7 500 € de certitude que j'ai acheté au mauvais moment. J'ai pensé à la vendre. Je ne l'ai pas encore fait. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être chassées trop vite de votre vie. Les gens me demandent si je regrette d'avoir fait un scandale au dîner. Est-ce que j'aurais pu gérer ça en privé, calmement, avec grâce? Probablement. Mais Thomas avait déjà décidé que j'étais interchangeable. Quelque chose en moi avait besoin que lui et tous les autres ressentent ce que ça signifiait. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de mesquin. Je l'accepte. Je vais bien maintenant. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Je vais en thérapie. Je travaille. Je dors bien la plupart des nuits. Je ne sors avec personne pour l'instant. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis sélective d'une manière que je ne l'étais pas avant. La confiance est tout. Et au moment où vous réalisez que quelqu'un garde un pied dehors, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'ouvrir la porte et de le laisser sortir seul.